Ma femme a publié une photo de fiançailles avec son assistant, avec la légende suivante, enfin avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment, fini de me contenter de la médiocrité. J'ai commenté, félicitations, je tag juste notre avocat spécialisé en divorce. La publication a disparu instantanément, mais elle m'a appelé en hurlant frénétiquement, tu es en train de ruiner ma vie, supprime ces captures d'écran immédiatement. Trop tard, je les avais déjà envoyées à ses parents. Car tout cela est encore assez récent, et certaines personnes impliquées pourraient reconnaître des détails. Cela s'est déroulé sur environ 8 mois, et je suis encore en train de tout digérer, mais je pense que vous apprécierez le parcours du début à la fin. Juste un avertissement, c'est extrêmement long, mais restez avec moi, la conclusion en vaut vraiment la peine. Moi, homme de 27 ans, j'étais marié à ma femme Sarah, femme de 25 ans, depuis 5 ans. Pas d'enfant, Dieu merci. Je dirige un petit garage que j'ai bâti à partir de presque rien, commencé dans mon garage à 22 ans, et maintenant j'ai un vrai local, avec 2 employés et une activité stable. Sarah, elle, se cherchait, depuis la fac, ce qui, apparemment, signifiait que je travaillais 60 heures par semaine pendant qu'elle décidait de ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et mec, avec le recul, les signes étaient là. Elle avait soudainement des maux de tête chaque fois que ma famille venait, trouvait toujours une excuse pour disparaître dès que j'avais besoin d'aide au garage, a commencé à accorder beaucoup plus d'attention à son apparence au même moment où elle a cessé de se soucier de la mienne. Vous savez comment c'est, on voit ce qu'on veut voir jusqu'au jour où ce n'est plus possible. Ma famille ne s'est jamais vraiment attachée à elle. Ma mère disait toujours que Sarah avait cette manière bien pratique de devoir se reposer chaque fois qu'il y avait quelque chose en lien avec la famille, et ma sœur Emma m'a carrément dit un jour qu'elle trouvait Sarah complètement fausse. Je me suis dit qu'elles étaient juste surprotectrices. Classique comme erreur, non. J'aurais dû faire confiance à l'instinct de ma sœur. Emma a un détecteur à conneries digne d'un appareil militaire, sans rire. Il y a eu ce moment, environ 6 mois avant que tout ne s'écroule, on était au mariage de mon cousin, et Sarah a passé toute la réception sur son téléphone. Elle a dit qu'elle réseautait avec des contacts en photographie. La photographie? Elle ne s'était jamais intéressée à la photographie auparavant. Et soudainement, elle avait tous ces nouveaux amis créatifs à qui elle devait absolument répondre tout le temps. Bref. Tout a commencé un dimanche matin banal, en mars. J'étais censé bosser une demi-journée au garage, mais mon rendez-vous de 10 heures a été annulé. Le bruit de transmission d'un type s'est avéré être un simple bouclier thermique desserré, une réparation de 15 minutes, au lieu de la reconstruction de 3 heures qu'il attendait. J'ai terminé plus tôt et j'ai décidé de surprendre Sarah, peut-être l'emmener bruncher dans ce resto qu'elle aime bien, celui avec les toasts à l'avocat fancy. Je suis arrivé à notre allée vers 9h30, et sa voiture n'était plus là. Bizarre, la veille elle avait fait toute une histoire sur le fait qu'elle allait nettoyer la maison et préparer les repas pour la semaine, m'avait même demandé d'acheter des courses spécifiques, ces légumes bio hors de prix qu'elle insiste pour avoir, du quinoa spécial, tout un tas de trucs. Elle avait même fait une liste. Alors je l'ai appelée. Et, t'es où? Elle me dit, oh, j'ai dû aller aider Nicole rapidement, elle déplace des meubles, je rentre dans 1 heure. Il y avait quelque chose de bizarre dans sa voix, comme si elle était pressée de raccrocher, et j'ai entendu des bruits en fond qui ne ressemblaient pas du tout à des meubles qu'on bouge. Je lui propose de venir aider avec mon camion. Non, c'est juste des trucs de fille, à toutes. Nicole habite à 6 pâtés de maison tout au plus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, instinct, stupidité, mais au lieu de rentrer chez moi, j'ai roulé jusqu'à chez Nicole. Les 2 voitures étaient dans l'allée, mais il y avait aussi une vieille Honda Accord rouge passée que je n'avais jamais vue, avec un autocollant disant « La musique locale compte » ou un truc du genre. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Ouais, je sais ce que ça donne comme image, mais il y avait quelque chose de fondamentalement anormal. 20 minutes plus tard, un mec tout maigre sort par la porte, début de la vingtaine, chignon sur la tête, habillé comme s'il avait dormi dans ses fringues, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui avant de monter dans la Honda et partir. 10 minutes après, Sarah sort à son tour, cheveux en vrac, maquillage bavé, tirant sur son haut-com pour le remettre en place. Elle est rentrée chez nous, je l'ai suivie à distance, genre détective de seconde zone, me sentant comme un abruti mais incapable de m'arrêter. Quand je suis rentré, elle était déjà sous la douche, de la vapeur sortait de la salle de bain, l'eau à fond. Déjà de retour, j'ai lancé. Elle a répondu, ouais, finalement Nicole n'avait pas besoin d'autant d'aide que prévu. C'était quoi comme meuble? Oh, juste son canapé et des chaises. J'ai regardé ses vêtements par terre, impeccables. Pas de poussière, pas de sueur,
rien qui suggérait qu'elle avait déplacé des meubles. En plus elle portait un haut blanc. Personne ne porte du blanc pour bouger un canapé, sauf si on prévoit de rester propre. C'est à ce moment-là que j'ai su. Et c'est là que quelque chose dans ma tête a basculé, comme si j'étais passé du mode mari confiant au mode détective qui veut des réponses. Je n'ai rien dit ce jour-là, je ne l'ai pas confronté, je ne me suis pas énervé, aucun de ces drames qu'on voit dans les films. J'ai simplement commencé à faire attention à tout. Tu vois, je suis doué pour repérer les schémas, il le faut quand on tient un garage. On apprend à suivre les problèmes, à remarquer quand quelque chose ne colle pas, à remonter les symptômes jusqu'à la cause. Un client arrive et dit que sa voiture fait un bruit bizarre, tu dois écouter, observer, tester, jusqu'à trouver le vrai souci. Jamais je n'aurais cru devoir utiliser ces compétences dans mon propre mariage. Elle est sortie de la douche en agissant comme si de rien n'était, s'est blottie sur le canapé, m'a demandé comment s'était passée ma matinée, m'a raconté en détail comment elles avaient complètement réorganisé le salon de Nicole, combien tout était lourd, a même mentionné la nouvelle table basse de Nicole qu'elles avaient déplacée 3 fois pour que le feng shui soit parfait. Je hochais la tête et souriais pendant que mon cerveau construisait un dossier de diagnostic. La première chose que j'ai faite, c'est fouiller dans nos finances. On avait un compte joint qu'elle utilisait à peine, elle disait toujours vouloir son indépendance financière, mais durant la semaine suivante, j'ai découvert qu'elle avait des comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis rappelé qu'elle avait un vieux compte étudiant, alors j'ai creusé. Les sites des banques en ligne sont conçus par des incompétents, donc si tu connais quelques infos de base sur quelqu'un, tu peux généralement retrouver ses comptes. Il s'est avéré qu'elle avait ouvert un autre compte environ 8 mois plus tôt, sans jamais m'en parler. La question de sécurité était ridiculement facile, nom de jeune fille de la mer. Allons donc, Sarah Thompson, sérieusement? La même réponse qu'elle utilise pour tout. En un rien de temps, j'y avais accès. Et putain, ce que j'y ai trouvé m'a fait l'effet d'un coup de massue. Des prélèvements mensuels pour un abonnement à un service de vin dont je n'avais jamais entendu parler, des réservations d'hôtels à son nom un vendredi sur 2, et pas dans des motels miteux non, on parle d'hôtels boutiques avec service en chambre et forfait spa. Des trajets Uber vers des adresses qui n'avaient aucun sens si elle cherchait vraiment un emploi comme elle le prétendait. Mais le vrai coup de poignard, c'était son historique Venmo. Elle envoyait de l'argent à quelqu'un nommé Tyler, parfois $50, parfois 2 cents, avec des petits commentaires comme « café » ou « merci pour hier » et une fois juste un putain d'emoji pêche. Le schéma était clair. Tous les vendredis matins, de l'argent partait vers Tyler. Tous les vendredis soirs, elle rentrait épuisée, se douchait et devenait étrangement affectueuse, comme si elle se sentait coupable. Le pire, c'est qu'elle le payait avec mon argent, l'argent que je gagne à me casser le dos sous des bagnoles 12 heures par jour, à gérer des clients difficiles et des fournisseurs de pièces chiants, finançait son aventure secrète. J'ai commencé à tout capturer en capture d'écran, à construire un dossier sur mon ordinateur. J'ai commencé à suivre ses entretiens du vendredi, qui suivaient toujours le même schéma, départ à 10 heures précises, retour à 16 heures, coiffure différente, parfum masculin que je ne lui avais pas acheté. Je me suis même mis à observer sa lessive. Ça paraît fou, mais un mécanicien remarque les détails. Elle lavait ses sous-vêtements séparément, les vendredis soirs, toujours les vendredis soirs. Qui fait une lessive à 23 heures, sauf si on veut nettoyer quelque chose de précis? Le coup fatal est arrivé 2 semaines plus tard. Elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine, et il s'est allumé avec un message de thé. Je l'ai ouvert sans même réfléchir. Message en haut, ton mari est toujours dans le brouillard lol. Toute la conversation était un manuel de trahison. Des trucs du genre, quand est-ce que tu vas le larguer, et elle répondait, pas encore, j'ai encore besoin d'un revenu stable pendant que tu lances ta carrière musicale. Il y avait aussi des photos. Des photos de deux, clairement prises pendant leur séjour à l'hôtel, lui torse nu, elle en lingerie que je n'avais jamais vue, ma femme dans un motel minable, en train de faire des selfies avec son plan B, comme une putain d'adolescente. Tyler n'était pas juste un plan cul, c'était sa stratégie de sortie, et moi, j'étais le compte bancaire qui lui assurait le confort pendant qu'elle se préparait à sa prochaine vie. En remontant des mois en arrière, j'ai vu que l'aventure durait depuis plus d'un an pendant lequel je faisais des heures sup pour économiser en vue des vacances de rêve qu'elle voulait tant. Alors qu'elle réservait des chambres d'hôtel avec un autre mec. J'ai reposé le téléphone exactement où je l'avais trouvé et je suis allé au garage. J'y ai passé 3 heures à organiser des outils déjà organisés, juste pour occuper mes mains. C'est à ce moment-là que ce n'est plus devenu une histoire de cœur brisé, mais une question de stratégie. Comme diagnostiquer un moteur. Je savais enfin ce qui était cassé.
La plupart des mecs pèteraient un câble à ce stade, non? Crise, hurlements, menaces, jeter ses affaires sur la pelouse. Mais j'ai appris quelque chose en regardant mon père divorcer quand j'étais plus jeune. Papa avait surpris maman en train de le tromper, il a explosé, a tout raconté à tout le monde, l'a mise à la porte en faisant une scène énorme. Et à la fin, c'est elle qui passait pour la victime, et lui pour l'ex-fou et contrôlant qui l'avait poussé à partir. Maman a eu la moitié de son entreprise, la maison, une pension alimentaire, pendant que papa vivait dans un studio en mangeant des nouilles instantanées. Hors de question que je donne cet avantage à Sarah. Dès qu'un manipulateur se s'est démasqué, il lance l'opération dégâts, larmes, mensonges, manipulation émotionnelle, réécriture du passé. Je devais garder 3 coups d'avance. Alors j'ai joué le mari parfait. Je souriais quand elle rentrait de ses faux entretiens, je lui demandais comment s'était passée sa journée, je lui ai même acheté des vêtements de sport neufs pour ses cours de yoga, les trucs hors de prix de chez Lululemon qu'elle laissait subtilement entendre vouloir. Je lui ai laissé croire que j'étais toujours le gentil chien fidèle qu'elle pouvait garder en laisse. Pendant ce temps, je montais mon dossier comme un procureur fédéral. Premier mouvement, séparation financière. J'ai discrètement ouvert un nouveau compte professionnel dans une banque de l'autre côté de la ville, parce que je savais que Sarah ne mettait jamais les pieds dans ce quartier, trop mal famé pour ses goûts raffinés. J'y ai redirigé tous les dépôts liés au garage. J'ai changé l'adresse de facturation pour tout ce qui était en lien avec le boulot. Ensuite, j'ai eu une idée brillante, j'ai gelé notre carte de crédit conjointe et je lui ai dit que la banque l'avait bloquée pour activité suspecte, ce qui était techniquement vrai, puisque je les avais appelés pour signaler des dépenses inhabituelles. J'ai demandé à la banque d'activer une alerte pour fraude sur le compte. Elle n'a même pas bronché, elle a juste sorti sa propre carte et payé le dîner. C'est là que j'ai su qu'elle préparait ce soi-disant projet d'indépendance financière depuis un bon moment. Ensuite, j'ai trouvé une avocate. J'ai posé des questions discrètement, on m'a recommandé une femme coriace nommée Patricia, réputée pour démolir les conjoints infidèles au tribunal. Son bureau était rempli de cartes de remerciements de clients reconnaissants et de coupures de journaux encadrés sur ses victoires éclatantes en matière de divorce. Je lui ai tout raconté, lui ai montré mon dossier de preuves qui faisait à ce moment-là plus de 50 pages. Elle s'est calée dans son fauteuil en cuir et m'a dit « Tu veux la méthode terre brûlée ou frappe chirurgicale ?» Je lui ai demandé s'il y avait une option combinée. Son sourire faisait vraiment peur. « Oh, tu me plais, toi. » On a commencé à rédiger les papiers, divorce, gel des avoirs, tout. On n'a pas encore déposé, juste préparé. Patricia m'a expliqué que le timing était crucial. Agir trop tôt, et Sarah pourrait dissimuler des biens. Trop tard, et elle risquait de disparaître avec ce qu'elle pouvait emporter. Puis je me suis souvenu de quelque chose qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines, mon grand-père m'avait laissé environ 28 000 $ à sa mort, il y a quelques années. J'étais jeune, j'en avais parlé à Sarah à l'époque, et elle pensait que l'argent était allé dans nos économies communes pour notre avenir. Ce n'était pas le cas. Je l'avais mis sur un compte séparé et je l'avais presque oublié, parfaitement légal, je n'y avais jamais repensé parce que c'était censé être de l'argent de secours. J'en ai liquidé la moitié, j'ai remboursé mon camion, mes prêts d'équipement, toutes mes dettes personnelles. Avec le reste, j'ai acheté un petit terrain que mon voisin essayait de vendre depuis des mois. Je n'avais pas besoin de terrain, mais c'était bon marché et surtout à moi seul. Cet achat était stratégique aussi. Patricia m'a expliqué que les biens acquis pendant le mariage sont généralement considérés comme des biens communs, mais si je pouvais prouver que le terrain avait été acheté avec de l'argent préconjugal, il restait à moi. L'héritage de mon grand-père comptait comme préconjugal, même si je l'avais reçu après le mariage. Sarah n'a rien remarqué de tout ça, trop occupée à préparer ses rendez-vous du vendredi. J'ai aussi commencé à parler un peu plus avec le petit ami de Nicole, Derek, un gars bien, un peu lent à comprendre, mais il commençait à avoir ses propres soupçons sur le comportement de Nicole. Une nuit, alors qu'on traînait tous ensemble devant un film d'action, pendant que les filles faisaient je ne sais quoi dans la cuisine, j'ai glissé à Derek combien Sarah et Nicole passaient de temps ensemble ces derniers temps. Derek a rigolé, a bu une gorgée de bière et a dit « Mec, franchement, je crois qu'elles cachent toutes les deux un truc. » Nicole disparaît tous les vendredis et revient avec des histoires qui tiennent pas debout. Genre, la semaine dernière, elle a dit qu'elles avaient fait du shopping, mais elle n'a rien acheté et n'avait aucun sac. On s'est regardé sans rien dire de plus, mais on savait tous les deux que quelque chose clochait. À ce stade, j'avais les papiers juridiques prêts à être déposés, les finances complètement séparées, les preuves organisées et sauvegardées en 3 endroits, une propriété enregistrée à mon nom seul, toutes les dettes personnelles réglées,
une alliance naissante avec Derek, et Sarah pensait toujours que je préparais quelque chose de romantique pour notre anniversaire. À propos de ça, elle laissait entendre depuis des semaines qu'elle voulait aller dans la Napa Valley, un séjour romantique dans les vignobles. Je jouais le jeu, j'ai même recherché des hôtels et lui ai fait croire que je planifiais une surprise. En réalité, je préparais la plus grosse surprise de sa vie. Oh, et un dernier détail qui me fait encore sourire, tu te souviens de l'assurance vie qu'elle m'a fait souscrire quand on s'est mariés? Juste au cas où il arriverait quelque chose, disait-elle avec son air inquiet et attentionné. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'après m'avoir lâché une remarque désobligeante pendant une dispute, quelque chose comme « de toute façon, tu vas sûrement mourir dans un accident de voiture un jour », j'ai changé le bénéficiaire pour ma sœur. Un simple clic en ligne, 30 secondes, et le tour était joué. Révolution. Sarah comptait sur tout, mon revenu, mon assurance, mon entreprise, mes biens. Elle n'avait aucune idée qu'elle allait tout perdre. J'ai choisi un mardi. Un mardi aléatoire, ennuyeux, en avril. Si tu veux prendre quelqu'un complètement par surprise, n'attends pas un anniversaire ou un événement spécial. Frappe quand la personne s'attend à manger les restes de la veille devant une émission de télé-réalité. J'avais joué le rôle du mari parfait pendant cette semaine, le plus long rôle de ma vie. Chaque fois qu'elle rentrait en sentant l'eau de Cologne de Tyler, je devais me mordre la langue pour ne pas lui demander comment s'était passé son entretien dans l'appartement de ce dernier. Le mardi que j'ai choisi était parfait, elle revenait tout juste d'un autre de ses vendredis d'entretien, et elle était dans cette phase bizarre, affectueuse et pleine de culpabilité qu'elle avait toujours après, elle préparait mon dîner préféré, me posait des questions sur ma journée, collait sans arrêt. C'en était écœurant. Ce matin-là, j'ai préparé le café comme d'habitude, 2 tasses, la sienne avec bien trop de sucre isolé végétal hors de prix auquel elle tenait tant. Je l'ai embrassé à la porte et lui ai dit que je risquais de rentrer tard, parce que Derek avait besoin d'aide avec sa transmission, ce qui était d'ailleurs vrai, parfait alibi pour disparaître toute la journée. Elle n'a même pas levé les yeux de son écran, scotché à Instagram, sûrement en train de vérifier les dernières publications de Tyler. Je suis allé au garage, j'ai ouvert la boutique, effectué un remplacement de frein sur la Camry d'un client régulier, puis j'ai fermé pour inventaire et suis allé directement au cabinet de Patricia. Entrer là-bas, c'était comme enfiler une armure pour partir à la guerre. La secrétaire de Patricia, une femme d'un certain âge qui avait l'air d'avoir vu tous les types de drames conjugaux imaginables, m'a remis une grande enveloppe cartonnée aussi épaisse qu'un annuaire téléphonique. Patricia est sortie de son bureau en mode combat total, tailleur impeccable, cheveux tirés en arrière, portant une mallette qui devait coûter plus cher que la voiture de la plupart des gens. Une fois qu'elle est notifiée, elle a 24 heures pour répondre, dit Patricia en ajustant ses lunettes. Après ça, le gel des avoirs entre en vigueur et on la tient à la gorge sur le plan financier. Tu es prêt? Je suis prêt depuis des semaines. L'enveloppe contenait les papiers du divorce, les ordres de gel des biens, des modèles d'ordonnance de restriction au cas où ça tournerait mal, et quelques autres surprises juridiques concoctées par Patricia. Tout était propre, légal, et absolument dévastateur. Une seule règle, je devais la notifier moi-même, en face à face. Pas de courriel, pas d'huissier, pas de recommandé. Patricia voulait que ce soit moi, personnellement, pour l'impact psychologique. Quand les traîtres sont servis par des étrangers, ils peuvent se faire passer pour des victimes. Quand ça vient du conjoint trahi, c'est une autre réalité. J'ai pris la route pour rentrer, en répétant ce que j'allais dire. Je suis arrivé dans l'allée à 18h47 précise, juste quand Sarah devait être en train de commencer sa routine du soir. Elle était sur le canapé en train de se faire les ongles, regardant un drama d'influenceuse sur YouTube, ses cheveux encore humides après sa séance de sport de l'après-midi. Elle sentait le spray corporel à la vanille et le mensonge. « Et chérie, dit-elle sans lever les yeux, tu peux aller chercher des plats thaï ce soir? J'ai envie de ces rouleaux de printemps. » Bien sûr. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse comme si de rien n'était, et je me suis assis en face d'elle. Elle l'a regardé entre 2 coups de pinceau. « C'est quoi? » Je n'ai rien répondu. Je l'ai juste observé l'ouvrir avec ses ongles encore mouillés, essayant de ne pas abîmer sa manucure. Son visage est passé de l'ennui à la confusion, puis au blanc absolu en temps réel, comme si elle réalisait qu'elle venait de poser le pied sur une mine. « C'est quoi ce bordel? C'est un divorce? » « Oui, ai-je dit, calme comme une appli de méditation. Gel des avoirs. Ordonnance de restriction si tu compliques les choses. Ah, et tu n'es plus sur le bail depuis aujourd'hui. » Sa voix a craqué comme celle d'une adolescente. « Tu déconnes là. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? » Elle s'est levée,
les papiers tremblants dans ses mains, le flacon de vernis à ongles se renversant et répandant un rouge éclatant sur la table basse. L'ironie ne m'a pas échappé. Tu peux pas faire ça, on est mariés. Il te faut des raisons. J'ai haussé les épaules. J'ai des raisons. Tu sais rien, t'es en train de devenir fou. On peut régler ce qui te dérange. Je suis allé dans la cuisine, j'ai sorti mon dossier de preuves que j'avais caché derrière les produits ménagers, et je l'ai déposé à côté d'elle comme une bombe juridique. Des photos imprimées en couleur, des captures d'écran agrandies façon affiche, des transactions Venmo surlignées en jaune, des reçus d'hôtel classés par date, même des impressions de son calendrier Google, parce qu'elle ne supprimait jamais rien et que j'avais trouvé un moyen d'accéder à son compte. Elle les a feuilletés comme quelqu'un qui cherche une issue de secours qui n'existe pas, t'as trafiqué ça. C'est du Photoshop. J'ai levé un sourcil. L'emoji pêche, Sarah. Tu crois que j'ai photoshopé ton compte Venmo? Ton programme de fidélité d'hôtel? Tes messages? Elle s'est effondrée sur le canapé, le vernis dégoulinant sur les papiers. Puis est venue la phrase la plus prévisible du monde, ça ne voulait rien dire. J'ai éclaté de rire, mon premier vrai rire depuis des mois. C'est ça ta défense? Ça ne voulait rien dire? Josh, s'il te plaît, tu comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu baisais Tyler depuis plus d'1 an, tu le payais avec mon argent, tu planifiais ta sortie pendant que moi je bossais en heures sup pour construire notre avenir. Elle me fixait, alors que tout son petit théâtre s'écroulait en temps réel. Tu sais ce que t'étais pour moi, ai-je dit, laissant enfin un peu d'émotion transparaître. Un mari pratique. Quelqu'un de stable avec un business et un bon crédit, qui paierait les factures pendant que tu jouais à la maison avec un musicien fauché qui vit sûrement encore chez ses parents. Tir direct, ouais. J'avais bien enquêté sur Tyler. Le mec avait 23 ans, bossait à mi-temps dans un magasin de musique, vivait dans le sous-sol de sa mère et avait un compte SoundCloud avec 12 abonnés. Josh, s'il te plaît, tu réfléchis pas correctement. On peut suivre une thérapie. Je réfléchis plus clairement que jamais. Tu n'auras rien. La maison est à moi, le garage est à moi, et l'argent que tu pensais récupérer a déjà été transféré. Elle a tenté de pleurer, c'était pathétique. On aurait dit quelqu'un qui essaie de jouer la tristesse dans une pièce de collège. Je me sentais juste si seul dans ce mariage. Tu faisais plus attention à moi. Tu te sentais seul au point de réserver des chambres d'hôtel avec ma carte? Tu te sentais seul au point d'envoyer de l'argent à ton petit copain tous les vendredis. Silence. Ce genre de silence qui ressemble à une chute. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Je vais chez Derek. Ne sois pas là quand je reviens. Cette nuit-là, elle m'a appelé 19 fois. Des messages vocaux qui passaient de la colère au désespoir, puis à la manipulation. Tout y est passé, de « tu réagis de manière excessive » à « on peut arranger ça », jusqu'à « je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin ». Le dernier message m'a achevé, peut-être qu'on est tous les deux responsables ici. Tous les deux, comme si j'étais en partie responsable du fait qu'elle s'envoyait en l'air avec un autre type dans des motels pendant que moi je payais les factures. J'ai bloqué son numéro et j'ai dormi comme un bébé pour la première fois depuis des mois. Tu te dis que lui remettre les papiers du divorce mettrait fin à tout, non? Qu'elle ferait ses valises tranquillement et disparaîtrait dans le trou d'où sortent les infidèles quand leur monde s'effondre. Eh bien non. Sarah avait d'autres plans. Moins de 12 heures plus tard, j'étais sous un Ford Explorer en train de changer des plaquettes de frein quand la porte de l'atelier a claqué si fort que les vitres ont tremblé. T'as perdu l'esprit, bordel? Ma mère. Elle ne vient jamais au garage. Elle dit que ça sent le caoutchouc brûlé et les rêves brisés. La voir là, dans ses habits d'église, tenant son sac à main comme une arme, c'était surréaliste. Je suis sorti de sous le camion, couvert de poussière de frein et de confusion. Et là, elle était rouge comme un panneau stop, l'air de vouloir me priver de sortie jusqu'à mes 40 ans. Pourquoi Sarah m'a appelé à 6 heures du matin en pleurant, disant que tu l'as jeté dehors sans avertissement? J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, essayant de gagner du temps. Je l'ai fait. Mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé, dit-elle. T'as juste pété un câble sans raison. Elle dit que tu l'as accusé de choses horribles. Plutôt que d'essayer d'expliquer tout ce bordel, je suis allé dans mon bureau, j'ai sorti le classeur de preuves que j'avais maintenant bien organisé avec des intercalaires, et je lui ai remis. Maman l'a ouvert comme si elle désamorçait une bombe. Dès qu'elle a vu la première capture d'écran, son expression est passée de la colère à la confusion, puis au dégoût. Long silence.
Elle a tourné page après page, son visage devenant plus pâle à chaque révélation. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ouais. Elle s'est assise lourdement sur un tabouret de travail, toujours serrant le classeur. J'ai vu ma mère en colère plus d'une fois, elle a un sacré tempérament, mais là c'était différent. C'était le regard de quelqu'un qui vient de comprendre qu'on s'est moqué de lui pendant tout ce temps. Elle te trompait tout ce temps. Depuis plus d'1 an, à ce que je peux deviner. Peut-être plus. Et elle le payait avec mon argent chaque vendredi. Parfois plus, quand il avait besoin de temps en studio pour sa carrière musicale. J'ai fait des guillemets en l'air autour de « studio ». Maman a fixé les captures Venmo pendant un long moment, comme si elle essayait de décrypter une langue morte. Et maintenant, que se passe-t-il? Tout est en route. Elle est partie. Je garde le garage, la maison. Elle récupère ce qu'il y a sur son compte perso, et une bonne leçon. Maman a hoché la tête lentement, puis m'a surpris en éclatant de rire. Pas un rire joyeux, non, plutôt un rire du genre « Ah, j'ai enfin compris le tour de magie. » Bien, dit-elle fermement. J'ai jamais aimé la façon dont elle te regardait parfois. Comme si tu étais juste, utile. Il s'avère que c'est exactement ce que j'étais. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras assez fort pour me casser les côtes. Ta sœur est furieuse, au fait. Sarah lui a envoyé un message hier soir pour lui demander si elle pouvait servir de médiatrice entre vous. Emma a dit qu'elle voulait venir et la gifler jusqu'à la semaine prochaine. Ça, pour être honnête, m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Les instincts protecteurs d'Emma sont légendaires chez nous. Mais Sarah n'avait pas fini de jouer la victime. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Je l'ai laissé aller en messagerie, puis j'ai écouté pendant que je prenais mon petit déjeuner. C'était la voix de Tyler, fatigué, stressé. Mec, je sais que c'est ultra bizarre, mais Sarah m'avait dit que vous étiez déjà séparés, et que tu étais genre, émotionnellement abusif ou un truc du genre. Elle disait que tu contrôlais tout l'argent et que tu ne la laissais pas voir ses amis. Je connaissais même pas ton vrai nom jusqu'à il y a quelques mois. Long silence, comme s'il cherchait ses mots. Mais ensuite, elle m'a montré les papiers hier soir et a commencé à pleurer en disant que tu essayais de ruiner sa vie. Et honnêtement, j'en peux plus de ce drama. Elle m'appelle non-stop depuis hier, dit qu'elle va se faire du mal si je m'occupe pas d'elle. Je peux pas gérer ce genre de folie, mec. C'est bien plus que ce pourquoi j'avais signé. Désolé. Je ne l'ai pas rappelé. À quoi bon? Mais c'était une info utile. Sarah tentait déjà de réécrire l'histoire, se présentant comme la victime d'un mariage abusif. Et Tyler était assez lucide pour voir la tempête arriver et prendre la fuite. Ça s'est confirmé quand elle m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro cet après-midi-là, s'il te plaît, parle-moi. Tu comprends pas toute la situation. Il y a tant de choses que tu ignores. J'ai ignoré. 2 heures plus tard, je sais que tu lis mes messages. Si tu réponds pas, je vais dire à tout le monde que tu m'as frappé. Je vais te détruire. Et voilà, l'option nucléaire. Si elle ne pouvait plus me contrôler, elle allait essayer de me détruire. Le problème, c'est que j'avais vu cette attaque venir à des kilomètres. Tu te souviens de Danny, mon chef mécanicien? Je lui avais déjà tout raconté le jour où j'ai servi les papiers. On avait les images de sécurité de la scène à l'entrée du garage la semaine précédente, quand elle était venue en hurlant pour savoir pourquoi je l'avais abandonnée. Horodatage précis montrant à quel moment elle a été interdite d'accès. 2 clients avaient été témoins de ces hurlements à travers la vitrine comme une actrice de soap opéra. J'ai transféré sa menace à Patricia, qui a répondu en quelques minutes, parfait. Des menaces documentées, c'est exactement ce qu'il nous faut. Qu'elle continue de creuser. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je détestais, mais que je devais faire. J'ai appelé ses parents. On n'était pas proches. Ils vivent à 3 États d'ici et ne venaient que pour les grandes fêtes. Mais c'étaient des gens bien. Du genre croyant, conservateur, pour qui le mariage, c'est du sérieux. Et ils avaient élevé leur fille dans l'idée que l'engagement avait un sens. Je leur ai tout raconté. Pas de cris, pas de dénigrement. Juste les faits, calmement, comme si j'expliquais comment changer des plaquettes de frein. Son père est resté silencieux presque tout du long. Sa mère a pleuré. Ils ont dit qu'ils allaient gérer ça et ont raccroché. 2 jours plus tard, ma caméra de porte a capté Sarah essayant d'entrer dans la maison. Les images étaient presque tristes. Elle est restée là 15 minutes à essayer différentes clés.
de plus en plus frustrée à mesure qu'aucune clé ne fonctionnait, elle a fini par abandonner et s'est juste assise sur les marches du perron, pleurant dans son téléphone, puis est repartie les mains vides, l'air de quelqu'un qui venait de comprendre que la partie était terminée. Sa mère m'a appelé ce soir-là. Elle ne va pas bien, dit-elle doucement. Je m'en doutais. Elle dit qu'elle veut de l'aide, qu'elle a fait des erreurs, mais elle a peur et ne sait pas quoi faire. Je ne peux pas l'aider, ai-je répondu. J'ai essayé pendant 5 ans. Je lui ai tout donné, me suis tué à la tâche pour construire quelque chose pour nous. Mais je ne peux pas sauver quelqu'un de ses propres choix. Pas d'argument, juste un long soupir. On comprend, et on est désolé. Cette semaine-là, Sarah a perdu sa maison, son revenu, son amant, sa réputation auprès de ma famille, et maintenant ses propres parents savaient qui elle était vraiment. Moi, j'ai enfin recommencé à dormir paisiblement. Une personne normale aurait abandonné à ce stade, accepté la défaite, léché ses plaies, tenté de reconstruire ailleurs avec un peu de dignité. Mais Sarah n'était pas normale. Quand les manipulateurs ne peuvent plus vous contrôler, ils essaient de brûler tout ce que vous avez construit, pour que personne ne gagne. Environ une semaine après que ses parents aient coupé les ponts, j'ai cru que le pire était passé. J'ai recommencé à manger normalement, même été à la salle avec Derek quelquefois. Lui aussi gérait son propre drame avec Nicole. Il s'est avéré qu'elle était tout aussi impliquée que Sarah dans cette affaire. Puis Emma m'a appelé à 23h47 un vendredi soir. Va sur Facebook tout de suite, putain. Le ton de sa voix m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la panique, c'était de la rage pure et concentrée. Je me suis connecté, et là, c'était. Sarah avait écrit un putain de roman, genre 800 mots de pure fiction, commençant par « Je n'aurais jamais pensé devoir partager ça publiquement, mais rester silencieuse ne fait que protéger les abuseurs. » Elle m'avait tagué, avait tagué mon garage, ma mère, la moitié des gens qu'on connaissait. La publication me dépeignait comme un monstre contrôlant, qui l'avait isolé de ses amis, surveillé dans tous ses mouvements, et lui avait fait peur pour sa sécurité. Elle affirmait que je l'avais menacé, volé son argent et détruit ses affaires. Le clou du spectacle, il y a des nuits où j'ai cru qu'il allait me tuer. J'ai vu rouge, littéralement rouge autour de ma vision. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Ce n'était pas juste une attaque contre moi, c'était une tentative de détruire tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'étais. Et les commentaires, mon Dieu, les commentaires. Tous ces petits amis Facebook, y compris des gens pour qui j'avais fait des barbecues chez nous, des gens qui avaient mangé ma cuisine et ri à mes blagues, commentaient, tellement courageuse, tu devrais porter plainte, j'ai toujours senti qu'il y avait un truc bizarre chez lui. Nicole a ajouté, j'ai été témoin de certains de ses comportements contrôlants. Sarah, je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. L'ex de Derek, ça explique tellement pourquoi tu semblais toujours nerveuse autour de lui. Même certains de mes clients commentaient. Des gens qui me connaissaient depuis des années remettaient soudain tout en question. Je ne pouvais plus respirer, non par peur, mais par pure rage. Elle n'essayait même pas de gagner, elle essayait de m'anéantir. Les fausses accusations, ça colle. Peu importe si tu les réfutes plus tard, les gens retiennent le scandale, pas la rétractation. Elle essayait de détruire mon entreprise, ma réputation, ma vie entière. J'ai foncé droit chez ma mère, sûrement violé plusieurs lois de la circulation en chemin. Elle était réveillée, les yeux rivés sur son ordinateur portable comme s'il allait exploser. Je ne l'ai jamais touché, ai-je dit en entrant. Pas une seule fois. Tu le sais. Elle a levé les yeux, les larmes aux yeux. Bien sûr que je le sais. Tu ne lui as jamais même haussé la voix. Jamais. Elle s'est levée et m'a pris dans ses bras comme si j'avais encore 10 ans. Je sais Josh. Tous ceux qui te connaissent vraiment le savent. 20 minutes plus tard, Emma est arrivée, ordinateur déjà ouvert, le regard capable de faire fondre de l'acier. On va finir cette menteuse. Ce soir. C'est la guerre. Première étape, capture d'écran de tout. Chaque post, chaque commentaire, chaque réaction. Emma et moi avons passé 2 heures à tout imprimer, sauvegarder, copier sur plusieurs disques durs. On a constitué un dossier contre-épreuve digne du FBI. Patricia est venue le lendemain matin, plus en colère que je ne l'avais jamais vue. Elle avait l'air d'une avocate qui venait de trouver le dossier parfait pour faire un exemple. Ça, c'est de la diffamation pénale, a-t-elle dit en étalant les papiers sur la table de la cuisine de maman. On ne parle plus seulement de divorce, on parle de dommages sérieux, souffrance morale, perte d'activité, tout le reste.
Mais Sarah avait commis une erreur cruciale dans son post dramatique, elle prétendait avoir des preuves de violence, photos, messages, documents. Si elle ne pouvait pas produire ces preuves, elle était foutue juridiquement pour accusation mensongère. Patricia a envoyé des lettres de mise en demeure, des plaintes pour diffamation, et quelque chose appelé une demande reconventionnelle pour calomnie, ce qui sonnait cher et douloureux. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, avec un sourire de film d'horreur, on va la détruire avant qu'elle ne te détruise. En moins de 24 heures, on avait contacté chaque personne qui avait commenté en soutien sous sa publication. On leur a envoyé un dossier PDF, c'était littéralement toute la vie de Sarah exposée noir sur blanc, les textos d'infidélité, ses menaces contre moi, les images de vidéosurveillance de sa crise au garage, les reçus d'hôtel, les transactions Venmo, tout. Certaines personnes ont continué à la soutenir, probablement parce qu'admettre qu'elles avaient eu tort était trop humiliant. D'autres ont discrètement supprimé leurs commentaires et ont fait comme si de rien n'était. Mais quelques-uns ont complètement changé de camp, et ce sont ceux-là qui comptaient. Un gars, Mike, que je connaissais depuis le lycée, m'a envoyé un message privé, « Bordel mec. Sarah m'a dit que tu étais abusif et contrôlant. » Mais en voyant ces messages, elle a fait exactement la même chose à son ex avant toi. Désolé, je l'ai cru. Une autre fille, Jessica, a publié un message public, j'ai soutenu l'histoire de Sarah, jusqu'à ce que je vois ce qu'elle avait omis volontairement. La manipulation va dans les deux sens. Faites attention avant de détruire la réputation de quelqu'un sur la base d'un seul récit. Tu crois que ça l'aurait fait taire? Pas du tout. Sarah a redoublé d'efforts comme une accro au jeu à une table truquée. Elle a publié un autre message disant que j'utilisais la pression légale pour réduire au silence les victimes et que je me servais de mes privilèges pour détruire une femme qui avait osé dire la vérité au pouvoir. Ensuite, elle a tenté de déposer une demande d'ordonnance restrictive, prétendant que je la traquais et que je faisais des appels téléphoniques menaçants. Et là, elle s'est tellement plantée que j'en ai presque eu pitié. Je n'étais pas venu à moins de 8 km d'elle depuis des semaines, et je pouvais le prouver, vidéo de sécurité du garage montrant que je travaillais à des horaires normaux, traces GPS de mon camion professionnel indiquant tous mes déplacements, reçus clients avec horodatage, et même le système de pointage du garage enregistrant précisément mes heures d'entrée et de sortie. Patricia a lu sa demande d'ordonnance restrictive et a littéralement éclaté de rire. Elle ne fait pas que creuser sa propre tombe, a dit Patricia, elle commande la pierre tombale et organise l'enterrement. On a donc déposé notre propre requête, avec toutes les contre-preuves qui faisaient de ces accusations une mauvaise blague. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire, mais que je devais, je suis allé public. J'ai publié ma propre déclaration sur Facebook. Courte, simple, factuelle, je suis resté silencieux durant cette procédure par respect pour la vie privée et le processus juridique. Mais je ne peux pas laisser des mensonges détruire ma famille et mon entreprise. Je n'ai jamais fait de mal à Sarah d'aucune manière. J'ai des preuves documentées de son infidélité qui a duré plus d'1 an, de ses vols financiers et maintenant de ses accusations mensongères. Une procédure judiciaire est en cours. Je ne ferai aucun autre commentaire sur les réseaux. Puis j'ai ajouté un lien vers un Google Drive contenant tout, chaque reçu, chaque capture d'écran, chaque facture d'hôtel, chaque échange de textos, chaque transaction Venmo. Aucun commentaire, aucune colère, juste la vérité présentée comme des preuves devant un tribunal. La publication est devenue virale localement. En quelques heures, les gens la partageaient, commentaient, taguaient leurs amis. Mon téléphone explosait de messages de soutien de clients, d'amis, même de personnes que je connaissais à peine. Plusieurs clients ont laissé des avis 5 étoiles sur la page Google de mon garage disant des choses comme « Je me fiche de ces histoires perso, Josh est le mécano le plus honnête de la ville. » 5 étoiles. 3 jours plus tard, Sarah a supprimé entièrement son compte Facebook, a disparu des réseaux sociaux. Nicole a supprimé tous ceux qui étaient liés à moi ou à Derek. Ses parents l'ont totalement bloqué. Tyler était introuvable, probablement avait-il changé de numéro et fui dans un autre état. Mais elle avait encore une dernière carte à jouer. Et c'était le coup le plus désespéré. Lundi matin, je suis sorti et j'ai trouvé mon camion de travail complètement détruit, des deux côtés, griffé au couteau de l'avant à l'arrière, les 4 pneus crevés, et gravé bien en évidence sur le capot, ce putain d'émoji pêche. Elle s'était faufilée en pleine nuit et avait lacéré mon gagne-pain. Mais voici la beauté de la chose, j'avais des caméras de sécurité. J'ai appelé les flics, déposé plainte pour vandalisme, remis les images de Sarah détruisant mon camion à 2 heures du matin. J'ai tout envoyé à Patricia, avec les devis de réparation. Patricia a souri en voyant les images, tu sais ce que c'est?
Le dernier geste désespéré de quelqu'un qui a déjà tout perdu. Et elle avait raison. Une semaine plus tard, Sarah ne s'est pas présentée à ses audiences, n'a pas contesté le divorce, n'a pas répondu à la plainte pour diffamation. Son avocate s'est retirée de l'affaire pour non-coopération du client. Et comme ça, c'était terminé. Jugement de divorce final, j'ai tout obtenu à la maison, le garage, le terrain, les véhicules. Elle est partie avec son compte bancaire personnel et pensait sérieusement que prendre une étagère IKEA, c'était une victoire.